C'est parti. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de la maturité UX dans les entreprises. Alors avant que je me présente, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire maturité UX dans une entreprise? Grosse découverte pour beaucoup de monde alors aujourd'hui. Ok. Petite définition? Je sais pas, selon moi, ça serait plutôt la connaissance et la maturité des personnes vis-à-vis de la user experience dans les interfaces, même dans la conception du produit. Ok. On va voir ça pendant l'heure qui arrive. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Safia Zouaoui. J'ai commencé par de la psychologie cognitive. Donc, j'ai fait des études en psychologie cognitive. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelait de l'ergonomie. Bon, c'est un peu de l'UX d'aujourd'hui. J'ai fait quasi toute ma carrière en tant que UX Research et UX Designer. J'ai ensuite, ces dernières années, géré un centre de compétences chez un de mes clients dans le domaine de l'énergie. C'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. J'ai fait aussi de l'agilité, donc j'ai une certif safe. Je fais du product management, du coach produit aussi. Voilà. Bon, je tourne autour du produit et je donne des formations design thinking et product management. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Zenica. On donne ce genre de formation. Donc voilà, je suis chez Zenica depuis 2018. Je crois que vous ne nous avez pas raté, hein, notre stand. Vous avez tous joué aux cartes, vous avez gagné des cadeaux, j'espère. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, qui dit histoire, dit film. Bon, vous n'avez pas de popcorn, dommage. J'ai inséré quelques références de films dans la présentation. Vous pouvez vous amuser pendant la présentation à deviner de quel film il s'agit. Pour commencer l'histoire. Donc, l'histoire commence... Pardon. L'histoire commence en 2016, donc où j'ai intégré en tant que prestataire une entreprise dans le domaine de l'énergie. Et j'intègre deux équipes, puisque en fait, ils estimaient que l'UX à mi-temps était suffisant. Hein. Voilà. Alors, je n'ai pas demandé, est-ce qu'il y a des UX ou des UI dans la salle? Ouais, ok. Des gens autour du produit? Ok, pas mal. Et les autres plutôt tech, j'imagine? Ouais, ok. Donc ces projets font appel à moi pour me dire on aimerait bien que tu nous fasses de jolies maquettes. Je sais pas faire. Voilà. Moi, je fais de l'UX, donc je sais faire des maquettes faciles à utiliser, des jolies maquettes un petit peu plus compliquées. Donc j'ai un projet où ça se passe bien, mais en gros, quand je dis ça serait bien d'aller voir les utilisateurs, ils me disent non, mais c'est pas la peine. On sait ce qu'ils veulent. Ok, bon. Et puis, quand on a des demandes un petit peu complexes, on me dit c'est toi l'UX, tu devrais savoir. Je suis pas magicienne en fait, donc si je vais pas voir les utilisateurs, c'est un petit peu compliqué. Et puis j'ai un autre projet à côté super intéressant. Alors là, c'est le rêve, mais vraiment c'est un projet où l'utilisateur est pris en compte, on va les voir, on fait des tests avec eux. On a un cycle en Scrum de 2 semaines, en sprint de 2 semaines, donc on fait du Scrum. Et ça se passe super bien. L'utilisateur est vraiment pris en compte dans le projet de bout en bout. Mais en juillet 2018, je décide quand même de partir parce que ça fait quand même un certain temps que j'y suis. Et puis je me dis, peut-être que je vais aller voir ailleurs. Et puis j'étais un petit peu fatiguée de ce projet-là où je ne voyais pas les utilisateurs. Je me suis dit, je vais décider de partir. En octobre 2022, ils me rappellent, ils me disent, ouais, en fait... c'est vrai que ce que tu apportes au projet, c'est quand même intéressant. Donc, ça serait bien que tu reviennes. J'y retourne. Je leur dis, mais à une seule condition, parce que moi, je suis comme ça. Je mets des conditions. Je dis, par contre, si je ne vois pas des utilisateurs, hors de question que je travaille comme je travaillais avant. Donc, OK. Ils me disent, oui, pas de souci, reviens, tu verras des utilisateurs. Ce qui a été le cas. Donc, ça allait beaucoup mieux. Et puis, ils ont vraiment compris, en fait, finalement, l'intérêt de l'UX
quand je suis partie, ils ont vu que vraiment il y avait un intérêt. Alors, à cette époque-là, chez ce client, le recrutement se faisait de manière... comment dire ? C'est des chefs de projet, ça s'appelait comme ça là-bas, chefs de projet, ou des développeurs qui allaient recruter des UX. Bon, moi, clairement, vous me demandez d'aller recruter un dev, même front, hein, je ne suis pas capable. C'est pas mon environnement, donc je ne sais pas. Donc il y avait, dans d'autres projets, des recrutements. Donc ils prenaient des UI pour faire de l'UX, des UX pour faire de l'UI. Bon, en gros, c'était une entreprise qui ne savait pas très bien ce que c'était que l'UX UI et surtout ce que ça pouvait apporter au projet, à l'équipe et à l'entreprise. Donc, moi, je suis appelée par d'autres projets, en fait, à cette époque-là. Donc, du coup, je suis quand même toute seule un petit peu dans mes projets, face à une équipe de PO qui était, à l'époque, pas toujours très attentive au fait qu'on doit aller voir des utilisateurs. Et puis, des devs qui me disent « Ouais, mais tu sais, on peut faire mieux, et si on faisait comme ça ?» Ouais, mais là, j'ai construit le truc parce que je respecte certaines règles en UX, etc., qui font que je pense que c'est mieux. Mais si on n'est pas d'accord, on peut faire des tests. Non, on n'a pas la peine de faire des tests. Moi, je te dis que ma solution, elle est mieux. Donc voilà, il faut trouver des compromis. Et c'est vrai que nous, on n'a pas la science infuse. Hein. On sait qu'il faut quand même tester les solutions, que des fois, on va mettre en place des choses, mais ce n'est pas forcément parfait du premier coup. Voilà, nous sommes des humains. Donc en octobre 2018, je me sens un petit peu seule sur mon projet parce que cette difficulté en fait finalement à pas avoir d'utilisateurs, à être un peu seule dans mon domaine dans ces projets. Et puis, l'UX était vu vraiment comme quelque chose à la mode qu'il faut faire. Et en février 2019, je reçois un mail d'une inconnue qui m'invite à un atelier UX et l'atelier avait l'air super intéressant. Donc je lui réponds, je lui dis « Ouais, super, ce que tu fais et tout, mais on ne se connaît pas. » Et en fait, elle s'était trompée. Elle voulait envoyer le mail à son équipe et elle a envoyé à toute la boîte. Voilà. Ça arrive, mais c'était une erreur qui finalement a changé beaucoup de choses, puisque comme je me suis intéressée en fait aux méthodes qu'elle utilisait, j'ai dit on se prend un café, on discute et puis on échange vu qu'on est toutes seules sur nos projets, peut-être qu'on pourra trouver des solutions toutes les deux. Elle me dit ok, pas de souci. Et c'est comme ça en fait qu'on se dit mais en fait, il y a certainement d'autres UX UI dans cette entreprise. Et si on allait chercher pour voir en fait ce qu'on peut faire ensemble. Et en fait, on se rend compte qu'on est plein. Et on leur demande de venir, un événement qu'on organise, un petit événement, hein, et pour discuter en fait des problématiques qu'ils rencontraient dans leur projet. On applique une démarche produit. Hein. C'est quoi la problématique ? Et on va voir comment on peut faire pour y répondre. Donc voilà, on essaye de prendre toutes les problématiques des UX UI et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de problématiques identiques. Sur le fait de ne pas voir les utilisateurs, sur le fait que parfois on arrive trop tard sur les projets, que le fait que les recrutements aussi ne sont pas forcément bien menés, parce qu'en fait, les personnes qui font les recrutements des UX UI ne sont pas forcément des personnes qui maîtrisent en fait ce domaine-là. Donc voilà, donc on arrive à regrouper une petite équipe de designers en se disant ok, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Alors, à cette époque, plein de designers étaient là, mais parfois un jour par semaine. D'autres à mi-temps, d'autres avaient une mission de 6 mois qui allait s'arrêter. Donc compliqué. Voilà. Et dans cette entreprise, l'UX UI était un petit peu vu comme ça. C'est-à-dire, on va prendre des personnes expertes pour travailler sur le scope d'un truc et c'est tout. Quand c'est fini, c'est fini.
Le problème, c'est que les sources UI, par exemple, ou toute autre source qui concerne des productions UX/UI, étaient pas gardées, en fait. C'est-à-dire que les UX/UI venaient pour 6 mois, repartaient avec leurs sources. Utilisaient déjà l'outil qu'ils voulaient et repartaient avec leurs sources. Donc quand un autre UX/UI revenait sur le projet, qui disait est-ce que je peux reprendre les sources, parce que bon, je ne veux pas tout refaire du début, hein, et il n'y avait plus rien. Donc il refaisait tout du début. Donc ça générait aussi une perte de temps énorme. Donc voilà, et il y avait tout un tas de problématiques de ce type-là, à cette époque-là. Donc sur ces personnes, on est 3 à se dire, on a envie de prendre du temps pour proposer quelque chose qui va permettre justement de centraliser un petit peu la connaissance utilisateur, de la diffuser, puisque à l'époque, la compréhension de l'UX/UI était très très variable d'un projet à l'autre. Donc, quand on posait la question à des personnes, qu'est-ce que c'est que l'UX/UI, ils nous donnaient une réponse. Une autre personne nous donnait une réponse encore différente. Une autre personne... Donc en fait, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc on s'est dit, une des premières choses à faire, ça va être potentiellement sensibiliser. Aller voir tous ces projets qui construisent des produits pour comprendre en fait quelles sont les problématiques et comment les UX/UI pouvaient apporter de la valeur finalement à leur projet. Donc voilà, on se met en tête de faire plein de choses. Donc on met un plan d'action et on se dit, une des premières actions aussi, ça va être de rassembler tous les UX/UI pour qu'on ait tous la même voix au sein de l'entreprise. Donc on met un plan d'action en place. Donc sur le scope lyonnais, on ne s'attaque pas à la boîte dans sa globalité. Scope lyonnais dans lequel il y a vraiment 2 pôles, 2 BU qui vont être concernés par les premières actions qu'on mène. Donc là, on passe quand même un certain temps à réfléchir à ce qu'on veut. On va travailler avec les responsables de produits pour connaître leurs attentes. On a l'adhésion des autres designers pour construire quelque chose. Et on a le go pour avoir une communauté UX/UI. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Communauté, une communauté, c'est juste des gens qui se regroupent, qui discutent, mais peut-être pas forcément des actions concrètes. Donc on a une petite équipe quand même de 8, 9, 10, 11, 12 personnes, voilà. 12 personnes qui sont déjà là et qui sont OK pour avancer avec nous sur le sujet. Alors après, là, les designers se posaient la question de la légitimité, en fait, qu'ils avaient à faire partie d'un centre de conception et à prendre du temps, en fait, pour échanger avec leurs pairs, alors qu'ils étaient payés. Alors, il y a vraiment l'argent, on dit oui, l'argent, on s'en fout. Mais non, là, l'argent vraiment compte, parce que celui qui paye pense que la personne lui appartient, et exclusivement. Donc là, le fait de se dire, on va essayer de construire des choses, de partager nos pratiques, etc., ça prend du temps. Donc il fallait aussi l'adhésion des projets qui payaient ces prestataires-là pour dire ça serait bien qu'ils se libèrent peut-être 1 heure par semaine pour travailler sur qu'est-ce qu'on veut construire finalement dans cette équipe. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire de manière transverse, comment on peut s'entraider, etc. Donc voilà, il y avait ces problématiques aussi qui commençaient à émerger. Et on a pris un petit peu les choses en main pour dire, nous, on va présenter un plan d'action à la direction au niveau de Lyon, des 2 BU en question, et on va leur proposer finalement leur accord pour dire aux équipes projet, OK, nous, on vous donne l'accord, ne mettez pas de frein en fait à ces actions-là. Et en fait, avoir l'accord de la direction, c'est vraiment, ça sauve. Et je pense que si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas pu aller plus loin en fait dans ce projet-là. Donc on a une communauté, voilà, donc on en parle à tout le monde, on dit venez, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'UX/UI, et on a des axes de travail qui sont centralisés
la production, et puis la connaissance sur les utilisateurs et l'UX UI de manière générale, capitaliser sur les productions. Il faut savoir que les projets ne parlant pas entre eux, développer en fait les mêmes composants. Donc, c'est-à-dire ils avaient des problématiques et il y en a qui développaient une carto, un autre projet développait une autre carto. Donc, il faut quand même se dire qu'en face, on a des utilisateurs qui vont utiliser l'application, plusieurs applications en même temps, donc vont se retrouver à utiliser des fonctionnalités identiques, mais réalisées de manière différente. Donc, en gros, dans l'expérience globale de l'utilisateur, il y avait vraiment des lacunes, puisque chacun faisait son truc dans son côté. Il n'y avait pas d'homogénéisation, en fait, finalement, des applications. Donc ça a été un gros sujet qu'on a mis en avant. C'est homogénéiser et faciliter, en fait, l'expérience des utilisateurs de manière globale. Évidemment, beaucoup de sensibilisation. On a passé énormément de temps là-dessus. Partager nos connaissances entre nous et surtout aller voir les projets très en amont. Quand je parle projet, c'est les équipes qui développent des produits. Aller voir les projets très en amont pour comprendre en fait leurs besoins en UX UI. Certains, on leur dit vous n'avez pas besoin tout de suite, on pourra vous aider plus tard, mais pour l'instant, vous n'avez pas besoin de faire intervenir un UX UI. D'autres, on leur disait, là, il est urgent, en fait, d'intervenir maintenant. Mais par contre, ne prenez pas quelqu'un qui fait de l'UI tout de suite. D'abord, posez votre problématique, essayez de comprendre vos utilisateurs. Donc voilà. Donc, on leur expliquait, en fait, finalement, que UX UI, il y a plein de profils, en fait, différents du UX UI. Moi, je ne connais pas deux UX UI qui font exactement la même chose. Il y en a, ils vont faire de l'UX et de l'UI. Il y en a, ils sont spécialisés en research. Il y en a, ils sont spécialisés en data. Il y en a qui sont, qui font plus de l'innovation, etc. Donc, voilà. Donc, le fait d'aller voir les projets pour dire, voilà, en fait, par rapport à votre problématique, voilà tel type de personne qu'il vous faut à tel moment dans votre projet, ça a aidé aussi à fluidifier et puis à expliquer, en fait, pourquoi on fait tout ça. Donc là, on se dit, on commence à avoir quand même une responsabilité qui est je rappelle qu'on était prestataire, une responsabilité qui était assez importante et on nous demande en fait de gérer l'équipe UX UI. Donc c'est plus une communauté, c'est vraiment un centre de compétences, de gérer cette équipe. Et là, on se dit, ok, donc là, il y a un gros chantier devant nous. On va essayer de ne pas ressembler à cette personne que vous connaissez peut-être, Michael Scott, qui n'est pas un super manager. Il est drôle, mais voilà. Et on se dit, par quoi on commence? Donc on s'est dit, on va faire un petit état des lieux. Et l'outil qu'on a utilisé pour faire cet état des lieux, c'est un outil, c'est une échelle de maturité UX. Donc la maturité UX, c'est la capacité à intégrer la démarche centrée utilisateur dans une entreprise. D'accord ? Donc, il y a plein de modèles de maturité UX. Et en gros, votre niveau va vous dire si vous intégrez bien l'expérience utilisateur ou pas. Donc, vous avez ici un exemple, Normal and Insight Group. Moi, c'est celui que j'ai choisi parce que je le trouve simple. Donc, vous pouvez scanner. Vous pouvez scanner. Vous irez dans la page et ça peut être intéressant de voir comment, où vous en êtes dans votre entreprise. J'ai un petit souci de micro. Ouais. Ah ouais, bon. C'est bon ? Ouais, super, merci. Donc, je vais vous expliquer un petit peu cette échelle-là. Qu'est-ce que c'est ? Il y a 6 niveaux. Donc, le premier niveau, absent, limité, émergent, structuré, intégré et user-driven. Donc, je vais un petit peu rapidement vous expliquer tous les niveaux. Alors, le premier, pas très compliqué, absent, c'est que l'UX UI n'est pas, enfin l'UX en tout cas, n'est pas vraiment intégré.
l'expérience utilisateur, tout ça, bon, on ne le prend pas en compte. Et pour passer au niveau suivant, il faut sensibiliser. Je vous laisse prendre les photos. Donc, c'est des entreprises parfois qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est que l'UX UI. Parfois trop jeunes. Alors, il y a par exemple des petites startups qui viennent juste de commencer, qui ne sont pas encore tout à fait... voilà, qui ne vont pas prendre en compte l'expérience utilisateur tout de suite, mais parce que des fois, ils font des trucs très, très innovants. Voilà. Donc, c'est normal, en fait, voilà, pour certaines entreprises de ne pas atteindre ce niveau. Mais voilà, pour les grandes entreprises, il y en a encore qui sont où la maturité UX est complètement absente. Le deuxième niveau, je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui sont à ce niveau-là. Le travail est rare, le travail UX est rare, réalisé un petit peu au hasard. Donc vous allez avoir quelques personnes en fait finalement dans l'entreprise qui savent ce que c'est, qui font des choses de manière totalement isolée, très occasionnelle. Donc voilà, il y a quand même des petites actions à droite à gauche qui sont menées, mais il n'y a rien de cohérent en fait. Voilà. Donc pour passer au niveau suivant, surmonter ces obstacles-là, il va falloir améliorer, faire des petites victoires et les montrer. Et ça, c'est un des conseils que je vous donne. Hein. C'est faites petit, commencez petit, montrez ce que vous faites de bien et ce que ça peut apporter pour dire, ok, bah, tu vois, là, j'ai fait ce petit truc, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, puis voilà, en fait, tout ce que ça m'a apporté derrière. Pour, en fait, sensibiliser les gens sur la valeur que ça apporte. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est pas juste dire, il faut le faire parce qu'il faut le faire. Non, ça va apporter une valeur en termes d'expérience utilisateur. Ça peut aussi vous faire gagner de l'argent, de ne pas refaire 40 fois les mêmes choses. De tester souvent, par exemple, voilà, ça peut vous apporter de livrer plus vite, en fait, au final. Faire des petits tests réguliers, ça peut vous apporter ça. Le troisième, c'est émergent. Donc, c'est quelque chose de plutôt prometteur, mais c'est encore incohérent. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une efficacité folle. Voilà, c'est encore instable. Il y a plein d'initiatives, de plus en plus, mais c'est encore fragile et il va falloir stabiliser tout ça. Donc là, vraiment, il faut aller sur la culture UX et se dire, il faut que la culture, en fait, sur qu'est-ce que c'est que l'UX, pourquoi on l'a fait, etc., ce soit comme si c'était une base très solide. Le quatrième level, c'est structurer. Structurer, là, on commence à avoir une approche plus globale. On a des méthodologies qui sont connues de tous, qui sont répandues. On a même des budgets pour pouvoir faire de l'UX UI de manière transverse. Et déjà, dans votre entreprise, si vous atteignez le niveau 4, c'est super. L'objectif, ce n'est pas forcément d'aller au 6. Hein. Mais le 4, c'est vraiment bien parce qu'il y a déjà une conscience sur qu'est-ce que c'est que l'UX UI. Il y a une définition partagée et centralisée de ce que c'est. Donc voilà, les dirigeants, en général, à ce stade-là, vous soutiennent. Donc on parle même du UX UI au niveau stratégique dans l'entreprise. Donc là, on commence déjà un petit peu à atteindre ce niveau-là. Donc voilà. On sait que dans le cycle de vie des produits, on prend en compte l'expérience utilisateur de bout en bout sur le projet. Donc c'est-à-dire qu'on fait appel très tôt à des UX qui vont travailler avec des PM, qui vont travailler avec des PO pour aller récolter, donc faire toute cette phase de discovery, récolter l'information auprès des utilisateurs et créer tout au long du cycle du produit une interface qui réponde aux attentes et aux besoins des utilisateurs. Donc là, on est déjà dans une démarche où on veut faire le bon produit, mais c'est quelque chose qui est acquis en fait dans l'entreprise. On sait que peu importe le produit qu'on va sortir, il va falloir qu'on mette en place cette démarche user-centrique. 5, intégrer. Donc là, on est vraiment, on est efficace, on est efficient,
on a fait gagner du temps à tous les projets. On arrive aussi à mettre en place ces méthodes-là au niveau global. Et on peut même commencer à innover dans les méthodes qu'on met en place. C'est-à-dire, par exemple, moi, ça fait un moment que je m'intéresse à la méthode Focused, qui est décrite dans le livre Discovery Discipline. Et je me dis, bon, il va falloir quand même que, si je veux le mettre en place, je trouve une entreprise qui soit suffisamment mature pour me dire, OK, teste un nouveau framework pour mettre en place une stratégie au niveau de l'UX. Donc voilà. Donc là, c'est plutôt des entreprises qui sont au level 5 ou qui ont envie d'atteindre ce niveau-là. Le level 6, donc là, c'est axé sur l'utilisateur. C'est vraiment... on part vraiment... La stratégie de l'entreprise, elle est basée sur tout ça, sur l'expérience utilisateur. On ne fait pas de projet si on ne s'est pas posé la question de comment on va faire le bon produit pour le bon utilisateur. Donc là, moi, je ne connais pas d'entreprises qui sont à ce niveau-là. C'est vraiment le Graal, j'ai envie de dire. Et c'est potentiellement difficile à maintenir parce qu'on a un niveau, au niveau de la maturité UX, tellement excellent que le combat, c'est vraiment maintenir ça à long terme. Alors, vous, chez votre client ou dans votre entreprise, où est-ce que vous vous situerez? Alors, les 1, levez la main. Ah oui, 1, absent. 2. 2, ouais, ok. 3. Ok. 4. Waouh. Je vais venir bosser avec vous, moi. 4, c'est bien déjà. 5. Ah ouais? Ah ouais, quand même. Tu vois chez qui? Ah oui. Ok. 6. Entre 5 et 6. Chez Michelin aussi? Ok. Ok. C'est pour les clients ou c'est une boîte D'accord, ok. Très bien. Bon, c'est vrai que là, si on ne fait pas quelque chose un petit peu sur mesure pour les clients, bon, ouais, c'est un peu compliqué. Effectivement, au niveau de la stratégie de l'entreprise, voilà, c'est un très bon exemple parce que finalement, en fonction de ce que vous vendez, si vous n'avez pas une démarche centrée utilisateur, vous n'allez pas vendre votre produit. Là, effectivement, en joaillerie, forcément, il y a aussi un certain niveau d'exigence, je pense, des clients qui est assez élevé. Ok, très bien. Bravo. À votre avis, l'entreprise dont je vous parlais, à quel niveau elle en était quand j'ai démarré ma première mission en 2019? Ouais, j'entends. 2, levez la main. 3. Bravo. Vous êtes fort. Vous avez bien compris ce que je vous ai dit en tout cas. Vous m'avez écouté. Effectivement, on était au niveau 2. Donc voilà, il y avait quelques personnes dans l'organisation qui croyaient en tout ça. Mais c'était pas valorisé au niveau de l'entreprise, il n'y avait pas de cohérence dans toutes les actions qui étaient menées. La définition de l'UX/UI, de l'expérience utilisateur, n'était pas la même partout. Donc voilà, très compliqué. Alors, pour cette échelle-là, en fait, quand vous la faites, encore lâché, cette échelle-là, en fait, quand vous remplissez le QR code que je vous ai donné tout à l'heure, vous allez finalement avoir 4 axes importants. Donc la stratégie, la culture et le process et les résultats. Et en fait, en fonction de votre résultat, donc l'outil vous dit, voilà, là tu devrais plutôt commencer
C'est bien, c'est bien. C'est bon? Merci. Ouais. Donc, l'outil va vous donner des axes d'amélioration, donc sur la stratégie, la culture, le process et le résultat. Donc, quand vous avez passé le petit questionnaire, ils vont vous poser des questions aussi sur ces 4 axes-là. Le constat, en fait, sur le client où j'étais, c'est qu'il n'y a aucune stratégie autour de la satisfaction des utilisateurs, en termes de stratégie. Elle n'est pas incluse ni dans les roadmaps projets, etc. On se dit, bon, on verra quand on fera peut-être un jour de l'UX/UI si on a envie de faire un truc joli. C'est en 2019. Hein. Alors, au niveau de la stratégie de l'entreprise, je ne vous raconte même pas. Dans certaines équipes UX, d'équipes produits, ils ne jugeaient pas nécessaire d'en faire, parce que voilà, il y avait des PO qui savaient très bien dessiner des maquettes sur PowerPoint. Je ne comprends pas pourquoi on fera appel à un UX. Voilà, je ne jette pas la pierre sur les PO. Je travaille beaucoup avec des PO et le binôme marche super bien. Mais voilà. Et pas de budget alloué à ça. Au niveau de la culture, gros travail. Alors là, déjà, culture projet, culture produit, on ne sait pas trop la différence. Donc voilà, je vous rappelle, culture produit, c'est voilà, centré sur l'expérience utilisateur, on définit les problèmes, et puis on met toute une stratégie pour faire le bon produit pour le bon utilisateur. Culture projet, un temps défini, un budget défini, on fait ça dans ce temps-là et ça s'arrête. Projet, le produit continue à vivre. Pas de différence entre un UX et un UI, je vous ai déjà raconté ça. Les designers sont vus comme des personnes qui maquettent et pas des personnes qui travaillent sur l'expérience. Donc voilà, ils sont appelés trop tard. On ne voit pas vraiment l'intérêt de faire appel à ces UX/UI. Pas de reconnaissance auprès des leaders non plus. Il n'y a pas de rôle UX/UI en interne. Ah oui, alors il faut que je vous parle de ça. Il n'y a pas de rôle UX/UI en interne parce que c'est quelque chose de trop spécifique, en fait. Pour cette entreprise, ils se disent on n'en aura jamais parce que c'est vraiment quelque chose de trop spécifique. Et puis, si demain ce projet-là, on ne sait pas s'il y aura de la place dans un autre projet, etc. Donc voilà. Donc il n'y a pas vraiment de volonté finalement d'intégrer ce type de profil ou de se dire ok, l'expérience utilisateur est importante, c'est porté par l'UX/UI, donc il faut qu'on en ait en interne. C'est pas du tout, ils ne sont pas du tout dans cette optique-là. Et pas de ressources stables, c'est-à-dire que les gens viennent pour une période donnée, sur un scope donné, ou à mi-temps, en se disant ça suffit. Donc il y a aussi une problématique d'être intégré dans une équipe. Et moi je l'ai connu, hein. Quand on est dans une équipe à mi-temps, ou là 2 jours par semaine, eh ben, on a du mal, enfin en tout cas les autres, peuvent vous faire ressentir que vous ne faites pas partie de l'équipe. Vous êtes là en plus pour aider. Potentiellement, vous restez que 6 mois. Donc, en fait, vous ne faites pas partie de l'équipe. Et c'est très, très difficile à gérer, en fait, de dire, bah si, je fais partie de l'équipe. Enfin, voilà, c'est pas à temps complet, mais voilà. Après, c'est un sentiment personnel, mais voilà. Au niveau des process, les méthodes UX sont peu utilisées à cette époque-là, en 2019, hein, je remets le contexte. Les gens pensent savoir faire, mais en fait, c'est pas des spécialistes. Moi, je pense savoir ouvrir une console et voilà, jouer un petit peu avec des trucs pour changer la police sur un site, etc. Mais en vrai, non, je ne sais pas faire. Voilà. Voilà. Et c'est pareil, en fait, pour la spécialité de l'UX/UI. Chaque équipe fait sa propre conception, donc voilà, pas de cohérence. Manque de cohérence des produits, plusieurs équipes traitent les mêmes problèmes, donc on en a parlé. Peu de prise en compte des utilisateurs finaux, pas de sauvegarde des ressources design, donc j'en ai aussi parlé tout à l'heure. Au niveau des résultats, évidemment, vu que l'UX/UI n'est pas intégré, évidemment, nous allons ni mettre de KPI, ni
ni d'OKR, puisqu'on ne mesure rien vis-à-vis de ça. La qualité des deliveries, en fait, il n'y a personne qui est en capacité de dire si la qualité en UX et en UI est bonne, d'autant plus que des tests auprès des utilisateurs ne sont pas réalisés. Voilà, aucun indicateur de performance. Alors, dans notre exemple, enfin dans notre cas, et dans ma petite histoire, on s'est posé la question, après ce triste constat, on s'est posé la question de par quoi on commence. Et donc, quand vous êtes à ce stade, niveau 2, vous devez prioriser les actions liées au process et à la culture. Comment ça s'est passé? Donc, pour améliorer la culture, on a expliqué pourquoi il est important d'avoir une démarche UX, mais au niveau de la direction. Donc, on est allé voir aussi toutes les équipes en disant pourquoi on devait mettre en place une stratégie au niveau de l'UX. D'une, parce que ça peut leur faire gagner du temps, si ils font des choses cohérentes, s'ils testent souvent, qu'ils ont un produit qui est en phase avec les besoins des utilisateurs. Donc, ils ne vont pas développer pendant 6 mois. Ensuite, une fois qu'ils ont livré le produit, se rendre compte que les utilisateurs ne sont pas contents. Des fois, en plus, pour des tout petits trucs qui auraient pu se régler, mais vraiment très simplement. Donc voilà, il y a tout ce travail à faire sur pourquoi il est important de mettre une démarche UX dans les projets. Je vous l'ai dit, présenter des petites victoires et montrer que ça fonctionne. Alors moi, j'ai eu la chance justement dans un de mes projets, là au début, où j'ai dit ça se passait super bien. On allait voir les projets, on avait un rythme super cohérent, on faisait plein d'ateliers de co-conception. Le lead dev était embarqué dès le départ, parce que voilà, il n'y a pas de guéguerre. C'est dès le départ, quand on a une problématique, tout le monde réfléchit sur cette problématique. Le lead dev, moi j'ai toujours intégré dès le départ en disant « Ok, moi je pense à ça, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on va là ? Est-ce que tu vois des objections d'un point de vue technique ? Oui, non, etc. » On travaille ensemble. Donc même en tant que dev, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe dans ces phases qui sont très en amont, parce qu'en fait, si on met 3 semaines à travailler sur un concept et qu'on monte ça aux développeurs en lui disant « Non mais vous avez plané, on ne fera jamais ça, on n'a pas le temps, c'est trop compliqué, c'est pas en phase avec les technos qu'on utilise, etc. » Donc ça, c'est super important aussi. Recruter davantage de défenseurs et de champions de l'UX. Alors, nous, le parti pris qu'on a fait, c'est que dans les recrutements qu'on a fait après dans l'équipe, on avait surtout des personnes qui étaient très différentes. Parce que moi, je ne veux pas recruter mon clone, en fait. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, recruter quelqu'un qui a des compétences que moi, je n'ai pas, même en UX, oui, je n'ai pas toutes les compétences, je trouve que ça enrichit les débats, qu'au niveau du travail collaboratif, c'est beaucoup plus enrichissant. Donc voilà. Essayez, dans les recrutements, de faire en sorte d'avoir des personnes qui sont assez diversifiées et surtout stabiliser les ressources. Améliorer les processus. Donc là, on a organisé une équipe, donc on a mis en place une équipe. On a investi du temps sur les processus UX et comment les intégrer dans des projets en fonction de comment ils travaillaient. Donc nous, on bossait avec des projets qui étaient en Agile, en Scrum, en Safe, en Kanban. Il y avait de tout. Chacun faisait comme il voulait. Donc nous, en tant qu'équipe transverse qui allait intervenir sur un ou plusieurs projets, en fait, on était obligés de s'adapter à chaque fois. Donc c'était un petit peu... voilà. Donc on a quand même essayé de mettre en place des process qui sont un petit peu transverses, on pouvait un petit peu généraliser, avec une boîte à outils UX. Donc ça a été super pour les personnes qui venaient, qui n'étaient pas expertes, qui intégraient l'équipe, qui n'étaient pas expertes. En fait, cette boîte à outils UX, elle avait 2 intérêts. D'une, faire en sorte que nos pratiques, elles soient cohérentes. Donc c'était construit avec l'équipe, on n'a pas fait dans notre coin, voilà le dictionnaire, suivez-le maintenant, ou le guide, il faut le suivre. Non, on a vraiment construit ça tous ensemble. Et on a mis en place tous nos outils pour avoir plus de cohérence. On a aussi mis en place un Figma au niveau de l'entreprise qui permettait de centraliser toutes les productions.
Voilà. Donc on a homogénéisé les pratiques et les productions design, mise en place d'outils stables. Donc avant, il y avait des personnes qui utilisaient Illustrator, d'autres Sketch, d'autres je ne sais quoi. Alors je ne sais pas si vous savez combien ça coûte une licence de Sketch ou de Illustrator. Voilà. En tant que designer, on ne peut pas avoir toutes les licences. Donc si un designer avait commencé avec Illustrator et qu'un autre venait utiliser Figma, bah, il est obligé de tout recommencer quasiment, quoi. Ou les fichiers, on ne pouvait même pas les ouvrir parce qu'on n'avait pas les bonnes licences. Dans l'amélioration des process, on a aussi pris en compte les datas quantitatives qui étaient souvent pas exploitées par les UX UI. Il y avait plein d'outils qui étaient déjà en prod et du coup, il y a plein de datas quantitatives en fait, qu'on peut récupérer et qui peuvent nous donner des indications sur qu'est-ce qu'on peut améliorer dans les outils. Donc l'ADN, c'était une expérience utilisateur finale optimale. Une centralisation des productions, un partage de connaissances au sein de l'équipe qui permet de générer de l'intelligence collective et un centre d'experts efficace et performant. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je vous ai dit. Donc ça, c'est l'ADN, très bien. En décembre 2019, donc on présente en fait finalement tout ça à la direction. On est en décembre 2019, on n'a pas encore officiellement le budget. On nous a juste dit, voilà, commencez à nous faire des propositions de qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Et là, on nous dit, décembre 2019, on présente ça à la direction, ils nous disent, allez, go, on vous fait un budget propre, et puis, du coup, gérez. Ok, très bien. Donc là, on a déjà une équipe et des outils qui sont en place, parce qu'on avait préparé ça avec les designers qu'on avait vus. Les projets adhèrent de manière... ils ont été très participatifs, donc voilà. D'autres, pas du tout, mais il y en a quand même pas mal qui vont adhérer au projet. Et en janvier 2020, avec la mise en place de tout ça, on se rapproche, on était au niveau 2, on se rapproche quand même du niveau 4, avec en plus la mise en place de 3 chantiers, qu'on a appelé chantiers transverses. Donc on a finalement, vu qu'on avait du budget sur cette équipe-là, on a dit chaque designer va prendre environ 10% de son temps pour travailler en fait sur des sujets transverses, donc créer les outils, etc. Faire en sorte que tout ça soit, les process, etc., soient homogénéisés, ça demande du temps. Donc nous, comme on gérait en fait notre budget, on s'est dit, ok, on va libérer du temps de chacun pour qu'on travaille tous ensemble sur ces sujets. Et là, en plein élan, vous voyez la date ? Mars 2020. Un petit Covid passe par là. Alors, une de nos forces, c'était quand même que... on avait beaucoup de discussions, un petit peu, comment dire, informelles. C'est je te croise, viens on prend un café, et puis souvent on fait des affaires comme ça en fait. Et là, mars 2009, il faut travailler autrement, est-ce qu'on va perdre le contact, on venait juste d'établir un truc super chouette et tout, donc voilà. Un petit peu compliqué, mais en fait finalement on met en place plein d'outils, et puis ça se passe plutôt bien. Donc l'équipe fonctionne bien jusqu'en mai 2020, où ça continue à fonctionner bien, hein. Je vous rappelle, on est sur le périmètre lyonnais, et on rencontre une équipe parisienne de designers aussi, qui travaillent un petit peu comme nous. Sauf que nous, on accompagne les projets de manière assez long terme, parce que voilà, c'est des produits assez complexes, etc. Donc, dans le temps, voilà, ça prend du temps. Et puis, cette équipe-là va plutôt travailler en mode très rapide, un petit peu en mode forfait, en fait. Un petit peu en mode forfait, donc voilà. Donc, on se dit, comment on va faire en sorte qu'il y ait une seule et même équipe ? Et en fait, c'est assez... donc, on a travaillé pendant plusieurs années
Enfin, pendant plusieurs années, non. De mai 2020 à janvier 2021, on a été accompagné par un cabinet qui fait que on a revu toute la gouvernance de l'équipe. Et là, je vais aller très vite, parce qu'il me reste qu'une minute. Du coup, on monte une nouvelle équipe qui est un petit peu différente, parce qu'il y a un management à Paris qui n'est pas tout à fait le même qu'à Lyon. Donc voilà, on a une équipe qui travaille avec plein de BU, une équipe qui travaille pour une autre BU. Voilà, on a séparé ça. On a mis en place un design system. Et là, on monte encore. Voilà, on a 3 chantiers transverses, donc design system. Là, de l'atomic research, où on va faire en sorte de centraliser finalement toute la connaissance des utilisateurs. Et un chantier sur la data, comment récupérer la data. Donc là, on arrive quasi au niveau 4 à cette époque-là. Donc après, bah voilà, moi en 2000... c'est quoi ? En mars 2020, on a un petit changement d'organisation qui fait que, voilà, je me dis, est-ce que le bateau va couler ? Non, le bateau n'a pas coulé. Mais moi, je suis un peu fatiguée. Je me dis, oh là là, changement d'organisation, il va falloir revoir plein de trucs, etc. Donc voilà. Et donc en février 2020, je décide de partir en me disant, bah, j'espère que ça va tenir la route. Visiblement, ça tient le choc. Donc je suis plutôt contente de ça. Voilà. Et l'équipe est toujours en place. Elle est plutôt soudée. Donc elle est plutôt stable. Donc je me dis que j'ai fait du travail pas trop mal quand même. Donc ce qu'il faut retenir, mission impossible ? Non. Non, non, non. Par contre, mes petits conseils, sans l'appui de la direction, combat très, 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 très difficile. Faut trouver des alliés, même une équipe, ça suffit. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Commencez petit, avancez à petits pas. Commencez sur un petit périmètre, prouvez que ça marche. Mettez en avant vos petites victoires. Recrutez des personnes variées. Et puis après, si vous pouvez, si vous avez la capacité, mettre en place des OKR et des KPI, parce que le CODIR, ils adorent ça. Donc voilà. Et donner de la visibilité sur ce que vous faites, homogénéiser, industrialiser tout ce que vous faites aussi. Et voilà. Merci à tous. Il peut y avoir une petite série rapide de questions. Ouais, j'ai dépassé un peu, pardon. Du coup, merci pour l'intervention, c'était cool. J'aurais juste une question. Du coup, vous avez parlé d'un sujet transverse, la UX data. Ouais. Et donc, du coup, c'était des data quantitatives aussi à la fin, vous avez parlé à un moment donné. Ouais. La question, c'était lesquelles ? Est-ce que c'est basé sur le deliver, le nombre de projets que vous délivrez, du coup, en tant qu'équipe transverse et dans les BU ? Ou est-ce que c'est aussi attendu sur des sujets transverses comme le design system, le nombre d'utilisateurs et ce genre de personnes, enfin ce genre de sujets aussi? Alors le développement de tout ce qui est UX Data, c'est plutôt des outils d'analytics qui sont mis en place dans les produits qui permettent d'avoir des données quanti sur l'utilisation de certains produits, mais qu'on peut centraliser en fait pour les utilisateurs et qu'on va recouper ça à leur expérience globale avec tous les produits en fait qu'ils utilisent. Donc voilà, c'est plus lié aux produits. Ouais. Ouais, c'est plutôt lié à l'usage. Après, tu as des quantis sur les KPI que tu vas mettre en place. Effectivement, ça peut être le nombre de projets, ça peut être plein de trucs, quoi. Okay, merci. Je t'en prie. Ouais, désolé, on va s'arrêter là pour les questions. Je suis dispo encore, si vous avez des questions, je suis encore là. Merci à tous. Merci.